La question fondamentale. Commençons par une question fondamentale. Avec tout ce qu'on vient de décrire, le poids de l'État, le renversement des valeurs, l'inversion de la liberté morale et de la contrainte économique, une question découle. Une question qui a l'air bête, mais qui en réalité est la question la plus importante de toute la philosophie politique. Le monde est-il bien fait ou mal fait? Attendez, je reformule pour être sûr que vous ayez bien compris. Est-ce que l'ordre naturel, la manière dont les choses fonctionnent quand on les laisse tranquilles, produit globalement quelque chose de correct, ou est-ce qu'il produit du chaos, de l'injustice, du désordre qu'il faut corriger de l'extérieur? Votre réponse à cette question détermine tout le reste, absolument tout. Et c'est pas juste mon intuition. Thomas Sowell, un écrivain américain de Stanford, un des esprits les plus lucides du XXe siècle, a consacré un livre entier à cette idée. Ça s'appelle A Conflict of Visions. Ça a été publié en 1987. C'est probablement le livre le plus important jamais écrit pour comprendre pourquoi les gens de bonne foi sont en désaccord sur tout. Sowell identifie deux visions fondamentales qui structurent l'ensemble des débats politiques depuis des siècles. Je vais vous décrire maintenant la première vision, puis après je vous décrirai la deuxième vision. Essayez de bien retenir ça, comme ça va vous aider à comprendre toute la suite, parce qu'on va repartir très loin dans le passé, et vous allez voir, cette question c'est comme le ferment, ça change tout. La première vision, c'est ce qu'il appelle la vision contrainte. La nature humaine est fixe, l'homme est imparfait et il le restera. On ne le change pas, on le canalise. Le rôle des institutions, la famille, les traditions, le marché, le droit, c'est de transformer l'égoïsme naturel en résultat bénéfique pour tous, sans exiger que les gens deviennent des anges. C'est la vision d'Adam Smith, de Burke, de Hayek. Et c'est, je vais le démontrer, la vision chrétienne. L'homme est pécheur, mais la providence a ordonné le monde de telle sorte que, dans un cadre de règles justes, la liberté produit du bien. La deuxième vision, c'est ce qu'il appelle la vision non contrainte. La nature humaine est malléable, le mal ne vient pas de l'homme, il vient des mauvaises institutions, changer les structures, éduquer les gens et le mal disparaîtra. Des esprits suffisamment éclairés peuvent redesigner la société pour la rendre juste. C'est la vision de Rousseau, de Condorcet, de Godwin, et plus tard, même de Marx et de Keynes. Donc vous voyez, c'est exactement le clivage dont je parle. Et Sowell montre quelque chose de fascinant. Ce n'est pas un désaccord sur les solutions, c'est un désaccord sur la nature humaine elle-même. Les deux camps ne se disputent même pas sur les moyens, ils ne vivent juste pas dans le même monde. Maintenant, je vais reformuler ça dans nos termes. On a toujours deux visions, mais on va les décrire différemment. La première vision, le monde est bien fait. Il existe un ordre naturel. Si on respecte des principes simples, ne pas voler, ne pas tuer, respecter la propriété, tenir sa parole, alors la liberté humaine produit spontanément quelque chose d'à peu près harmonieux. Pas parfait, attention, il reste des problèmes, des souffrances, des injustices, mais ce qui reste à améliorer, on l'améliore par la charité, c'est-à-dire librement, volontairement. Pas par la contrainte. C'est un raisonnement de type si alors. Si la liberté, plus des règles morales simples, alors la prospérité et l'ordre social adviendront. Et cette vision a des racines directement chrétiennes. La dignité de l'homme, créée à l'image de Dieu, la loi naturelle inscrite dans la création, l'ordre voulu par la providence, et en plus de ça, elle a même un fondement anthropologique lucide. L'homme est faillible, le péché originel, mais Dieu a conçu le monde de telle sorte à ce que cette faillibilité, encadrée par des règles justes, produit quand même du bien. Bastia a reformulé ça de façon limpide. Tous les intérêts légitimes sont harmoniques. L'échange libre profite aux deux parties, sinon il n'aurait pas lieu. Si tu achètes un café, c'est que le café vaut plus pour toi que l'argent que tu donnes. Et en même temps, l'argent que tu donnes vaut plus pour le vendeur que le café qu'il te vend. Les deux gagnent. Multiplie ça par des millions d'échanges et tu obtiens un ordre spontané, pas le chaos. Ça, c'est le camp du libéralisme classique, la vision contrainte de Sowell. Le camp de l'humilité de reconnaître que le monde fonctionne, qu'on n'a pas besoin de le reconstruire, que l'homme est ce qu'il est. La deuxième vision, c'est le monde qui est mal fait. Le monde tel qu'il est produit de l'injustice, de l'inégalité, du désordre. La liberté laissée à elle-même, c'est le chaos, c'est la loi du plus fort, c'est l'exploitation. Les intérêts humains sont antagoniques, le gain de l'un et la perte de l'autre, il faut donc une autorité, l'État, le parti, le planificateur pour corriger, redistribuer, réorganiser. Cette vision reprend des valeurs chrétiennes, mais elle les transforme. L'égalité devant Dieu, qui est une égalité de dignité spirituelle, donc une liberté, devient l'égalité de fait, l'égalité matérielle. Et si les hommes ne sont pas égaux de fait, alors c'est que le système est injuste et il faut le changer. Le péché originel, l'idée que le mal vient du cœur de chaque homme, est remplacé par des structures sociales comme source du mal. Ce n'est plus l'homme qui est pécheur, c'est la société qui est mal organisée. C'est exactement la vision non contrainte de Sowell. La nature humaine n'est pas le problème, les institutions le sont. Ça, c'est le camp du socialisme, le camp de l'arrogance de croire qu'un petit groupe d'experts c'est mieux que des millions d'individus, ce qui est bon pour eux. Et Sowell lui-même a une phrase qui résume très bien ce piège. La première leçon de l'économie est la rareté. Il n'y a jamais assez de tout pour satisfaire tous ceux qui le veulent. La première leçon de la politique est d'ignorer la première leçon de l'économie. Le cycle universel. On a vu ces deux visions. Maintenant, on va voir qu'en fait, ces deux visions font partie du même cycle universel. C'est le cycle du pouvoir qui franchit la limite. Cette tension entre ces deux camps, c'est pas juste un débat théorique, c'est une loi historique. Un cycle qui frappe tous les régimes, sans exception. Les monarchies, républiques, empires, y compris les plus catholiques, y compris les plus légitimes. Le cycle fonctionne toujours de la même manière. Le pouvoir franchit la limite des droits naturels, il commence à intervenir pour de bonnes raisons, toujours. L'intervention mène aux réglementations,
et aux taxes. Les taxes mènent à la spoliation détruit la propriété et l'initiative, et la spirale continue jusqu'à l'effondrement. Pour Rome, par exemple, Ludwig von Mises, un des plus grands économistes du XXe siècle, montre dans Human Action comment l'Empire romain s'est vidé de l'intérieur bien avant les invasions barbares. Le contrôle des prix a commencé sous Dioclétien, et le résultat a été des pénuries. La fiscalité confiscatoire a donné pour résultat les paysans qui abandonnent leurs terres, le débasement monétaire a donné pour résultat l'inflation et la ruine des épargnants. Rome ne tomba pas sous les coups des barbares, Rome tomba parce que l'interventionnisme impérial a détruit le tissu économique et social qui faisait sa force. Les barbares n'ont eu qu'à pousser la porte qui était déjà ouverte. L'Espagne du siècle d'or, la plus grande puissance catholique du monde, a eu le même cycle. L'or des Amériques finance des guerres au lieu d'irriguer l'économie, les monopoles royaux étouffent le commerce, la fiscalité écrase les producteurs, et l'Espagne passe du sommet du monde à la décadence en quelques générations. On verra plus tard que c'est un jésuite espagnol, Juan de Mariana, qui dénonce que le roi Philippe III est en train de voler ses propres sujets. La France des Bourbons, on y reviendra en détail, mais c'est le même mécanisme. Monopole, corporation capturée par le roi, fiscalité arbitraire. Ce n'est pas le libéralisme naturel qui a tué la monarchie, c'est l'interventionnisme royal qui a créé les conditions de la révolution. Attention quand même, on va pas confondre le rhume et la peste. Louis XIV, à l'apogée de son contrôle, c'est environ 25 000 personnes au service de la couronne. Aujourd'hui, l'État français, c'est environ 5 millions de personnes, voire même plus. L'absolutisme, c'est une dérive à l'intérieur d'un système qui reste ordonné, mais la République qui va suivre, la terreur, la Vendée, c'est une autre échelle. Si je critique l'absolutisme dans cette vidéo, c'est pour comprendre le cycle. C'est pas du tout pour mettre Louis XIV, un roi qui dépasse un peu les bornes, sur le même plan qu'un système qui n'a carrément aucune limite. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Louis XIV à côté de la République, c'est quand même une masterclass. Mais ici on parle d'un cycle qui se reproduit et qu'il faut comprendre, donc je me dois d'être critique. Ici, 3 empires, 3 exemples, 3 civilisations chrétiennes, le même cycle, le même résultat, et pour en sortir, il faut l'analyser. Mais alors pourquoi ce cycle se perpétue-t-il ? Pourquoi personne ne l'arrête ? Il y a un penseur français du XVIe siècle, Étienne de la Boétie, magistrat bordelais, ami de Montaigne, qui a compris le mécanisme mieux que personne. Son texte, c'est le discours de la servitude volontaire. Il pose la question la plus dérangeante de la philosophie politique. Pourquoi les hommes consentent-ils à leur propre servitude ? Et vous allez le voir, même si j'ai déjà vu la Boétie repris par des gauchistes, son discours est le même que celui de la Bible. Pourquoi les hommes consentent-ils à leur propre servitude ? Sa réponse est d'une lucidité terrifiante. Le tyran, qu'il soit roi, président ou comité central, ne tient pas par la force seul. Il tient par un système de complicité en cascade. Il achète 5 complices. Ces 5 complices en achètent 500, ces 500 en achètent 5000. Chacun tire un petit profit de la spoliation, un privilège, un monopole, une subvention, un poste. Et le peuple consent parce qu'une partie suffisante de la population est devenue complice du système. Tu reconnais le mécanisme ? C'est exactement la France d'aujourd'hui. Plus de la moitié de l'activité économique dépend de l'État. Des millions de fonctionnaires, des prestataires, des subventionnés, des bénéficiaires, chacun avec une petite raison de ne pas vouloir que le système change. La servitude volontaire de la Boétie, c'est aussi ce qu'écrivait Bastia 3 siècles plus tard. Mais c'est aussi le 57% de dépenses du PIB. C'est pour ça que le Léviathan ne rétrécit jamais, parce que chaque intervention crée ses propres défenseurs. Et là, il y a un verset de la Bible qui dit tout ça en une phrase. Saint Paul, Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté n'est pas un concept des Lumières, ce n'est pas une invention protestante, ce n'est pas un produit de la Révolution française, c'est le dessein de Dieu. Le Christ libère et Paul avertit immédiatement. Ne retombez pas sous le joug. La défense de la liberté est un impératif chrétien. Et le danger, la Boétie et saint Paul le disent chacun à leur manière. C'est que les hommes choisissent la servitude par facilité, qu'ils préfèrent la sécurité du pouvoir à la liberté exigeante que Dieu leur offre. Ce cycle, retenez-le bien parce qu'on va le retrouver à chaque étape de cette vidéo. À chaque fois qu'un pouvoir franchit la limite, la spirale s'enclenche. Que ce soit un empereur romain, un roi catholique, un conventionnel jacobin ou un technocrate de Bercy. Le piège. Maintenant, attention car il y a un piège. C'est subtil. Il faut choisir ce qu'on accepte. Si tu acceptes le postulat numéro 2, que le marché libre c'est le chaos et qu'il faut corriger, tu as concédé l'essentiel aux communistes. Tu ne discutes que sur les modalités. Qui corrige, comment, combien, mais le principe tu l'as accepté, tu es déjà dans leur camp, tu négocies juste les conditions. Et ça, attention, ça vaut aussi pour les royalistes qui disent le marché libre c'est le désordre, il faut que le roi organise l'économie. Si tu acceptes ce postulat, tu es dans le camp 2. Que ce soit le roi, la convention ou le parti qui corrige, c'est la même logique. Quelqu'un d'en haut, c'est mieux que des millions en bas. La position forte face au communisme et au socialisme, la vraie position forte, c'est de contester le postulat lui-même. Le monde est déjà ordonné, la liberté encadrée par des principes moraux simples produit de l'harmonie. Et ce qu'il reste à améliorer, c'est la charité qui s'en charge de manière libre, volontaire, personnelle. C'est pas l'État, pas le roi planificateur. Si elle n'est pas volontaire,
alors on légitime un vol pour faire de la charité. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ce clivage, c'est pas un clivage droite-gauche classique, c'est un clivage entre deux visions du monde, deux visions de la nature humaine elle-même, comme le montre Sowell. Et les chrétiens, historiquement, théologiquement, logiquement, sont dans le camp numéro 1, dans la vision contrainte.